Il est 9h10, le débat a déjà commencé en studio, c'est la fin de la matinale, le début du débat du jour, Louis Dauphren. Eh ben oui, on est heureux de se retrouver avec nos débatteurs réguliers, plus ou moins réguliers, mais c'est sympathique de les avoir et de constituer aussi des duos parce qu'ils ne se connaissent pas forcément entre eux dès le départ. C'est vrai, et nous avons un duo aussi le matin, c'est avec Pierre-Henri Paget. Pierre-Henri, que je remercie, qui réalise cette matinale. Et qui nous accompagne encore. Et qui nous accompagne encore. Merci, très bon Pierre-Henri. débat à vous. Moi, je vous retrouve demain matin à partir de 6h30. Bon pied, bon oeil. Merci Pierre Hugues. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Hier, nous étions focus, comme on dit, sur l'enquête, vous savez, de l'IFOP, de Jérôme Fourquet, sur l'état du catholicisme en France et des nouvelles tendances. On a fait une émission spéciale consacrée à ce sujet, ce qui nous a amené à différer le traitement d'autres questions importantes dans l'actualité. On y revient. Les élections en Pologne, enseignement de la victoire du candidat nationaliste. La modération gouvernementale des contenus en ligne, comment agir? Et puis Bruno Retailleau, installe-t-il un racisme d'atmosphère dans un contexte post-violence, victoire du PSG? Voilà les questions que l'on va se poser avec nos deux débatteurs. Xavier de Modaventure, maître de conférence à la Cato de Lille. Bonjour Xavier. Bonjour Louis. Juriste et consultant. Gauthier Vaillant est également des nôtres, journaliste et chef adjoint du service France du journal La Croix. Bonjour Gauthier. Bonjour Louis, bonjour à tous. Alors les choses deviennent un petit peu aiguës en Pologne. Il y a un vote de confiance le 11 juin. C'est le Premier ministre polonais Donald Tusk qui l'a annoncé, avec donc son gouvernement qui est mobilisé après la victoire du candidat de l'opposition nationaliste à l'élection présidentielle. Victoire extrêmement juste, 50,89% contre 49,11% pour le pro-européen Rafał Trzaskowski. Voilà, il faut prononcer à la polonaise avec les voyelles qui n'existent pas et qu'on imagine. Mais bon, peu importe. En tout état de cause, c'est Karol Nawrocki qui l'a emporté. Et donc cela pose des questions clés parce que ce scrutin de dimanche dernier, dont les résultats donc ont été confirmés, illustre la polarisation profonde dans ce pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Les relations risquent de se tendre également avec la Russie, Gauthier Vaillant. Oui, d'ailleurs, dans les derniers développements d'hier après-midi, on a eu une réaction du Kremlin qui indiquait ne pas s'attendre à une amélioration des relations avec la Pologne à la suite de cette élection, ce qui permet d'introduire tout de suite une nuance, parce que ces derniers temps, on a un certain nombre de partis populistes ou d'extrême droite qui remportent des élections ou font des percées historiques dans des élections en Europe. Donc évidemment la Pologne, on a aussi parlé beaucoup de la Roumanie qui a échoué de peu, mais en progressant fortement, enfin où l'extrême droite a échoué de peu à la présidence, mais en progressant fortement. Même chose au Portugal. Et on peut avoir un peu rapidement l'envie où on entend rapidement que ces populismes correspondent systématiquement à des positions pro-russes, on va dire, voilà, sur l'échiquier des grands enjeux géopolitiques européens, parce que souvent il y a une opposition chez ces candidats populistes à une aide massive à l'Ukraine, mais qui peut avoir des motivations économiques, enfin d'économie intérieure bien plus que des questions d'alliance géopolitique. Et le fait que le Kremlin ait cette réaction à la suite de l'élection de Nawrocki en Pologne, eh bien, nous rappelle que c'est pas aussi simple que ça. Il y a une progression globale en Europe du populisme et de l'extrême droite qui a, je pense, une base commune très importante qui est le rejet de l'immigration, le rejet de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et d'un récit que l'Europe n'a pas su proposer, n'a pas su fédérer. Voilà. Ou du moins de certaines politiques, parce qu'en Roumanie, par exemple, ils n'étaient pas foncièrement hostiles à l'Union européenne vu tous les subsides qu'ils ont pu recevoir. Absolument, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nuances, et notamment le fait que je pense qu'il y a vraiment cette question de l'immigration, cette question de l'Europe sont un peu les bases communes, et ce sont des bases importantes à ces populismes européens. En revanche, il y a des différences importantes, et en particulier sur la question de la Russie, les États-Unis, des grandes alliances géopolitiques. Le cas de la Pologne vient nous rappeler qu'il n'y a pas d'international populiste ou d'extrême droite qui serait parfaitement aligné sur les questions géopolitiques. Xavier de Bonaventure. Bon, je souscris complètement à ce qui a été dit. D'abord, vous avez évoqué la réaction du Kremlin. On peut aussi penser à celle de Viktor Orban, qui s'est spontanément félicité de cette victoire. Donc c'est clairement une victoire effectivement de l'illibéralisme, enfin du camp dit illibéral, même si
On l'avait évoqué au fond la dernière fois, mais je suis pas fanat de l'emploi de ce terme. Pourquoi, Xavier, en 2 mots? Parce que je trouve que l'illibéralisme est quelque chose qui n'est pas défini et c'est une étiquette qu'on colle de manière parfois un petit peu facile, sachant que c'est pas une doctrine politique réellement définie et réellement établie. Mais donc clairement une victoire en tout cas de cette frange-là. Moi effectivement j'ai plusieurs observations à faire. D'abord, si on regarde un petit peu le résultat de cette élection, il y a une cartographie que je trouve intéressante, qui est vraiment une cartographie Est-Ouest, avec grosso modo les territoires qui bordent l'ancienne. Alors on retrouve vraiment l'ancien empire allemand, la Prusse qui globalement vote plutôt dans le sens de l'Union européenne, et de l'autre le bloc Est, qui pour le coup vote davantage dans le sens d'une doctrine effectivement plus souverainiste, plus sécuritaire. Donc il y a vraiment une Pologne qui paraît sur le plan électoral un petit peu fracturée en deux. Sur le plan du devenir, alors il y a ce communiqué aussi d'Ursula von der Leyen, qui est intéressant parce que il est au fond assez sibyllin. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle se félicite du résultat de l'élection. Enfin, elle rend hommage en estimant qu'en fait ça n'aura pas d'impact sur les relations vis-à-vis de l'Union européenne. Mais en réalité, son communiqué laisse entendre une certaine inquiétude justement sur ce plan-là, ce qui conduit forcément à une interrogation. Moi, je crois qu'il y a 2 points. D'une part, la Pologne est quand même en train de devenir un peu le pivot oriental de l'OTAN, et ça tient aux relations très fortes entre Trump et Nawrocki. Et le deuxième point, c'est qu'à mon avis, cette élection peut marquer une forme de renforcement de l'initiative des 3 mers, qui était cette initiative réunissant tous les pays, regroupant au fond autour de la mer Noire, de l'Adriatique et de la mer Baltique. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose de géostratégiquement intéressant qui méritera d'être observé. Il y a un point quand même, quand vous citez le communiqué d'Ursula von der Leyen, on peut se dire, mais l'Union européenne, comment se fait-elle qu'elle soit finalement en retour si maltraitée dans les urnes, alors que pareil, les Polonais ont reçu beaucoup d'argent de la part de l'Union européenne, et aujourd'hui, on assiste quand même à une forme de désaveu extrêmement fort. Normalement, on devrait avoir quasiment les pays de l'Est, les anciens, ce qu'on appelle les pays de l'Est, qui ont profité beaucoup des ajustements des fonds structurels, des fonds de développement. Et il n'y a pas ce dividende dans les urnes de ce que l'Union européenne a pu redistribuer auprès de sa population. Donc il y a vraiment un rejet très fort. Il y a un rejet très fort qui tient peut-être aussi à la question du positionnement. C'est une analyse très personnelle, mais peut-être à la question du positionnement de l'UE vis-à-vis de ces États. On a trop peut-être présenté l'entrée de ces États comme un honneur pour eux, le fait qu'ils puissent rentrer dans l'Union européenne, en oubliant quelle pouvait être leur valeur ajoutée au sein de l'Union européenne. Mais alors qu'ils étaient très demandeurs pour entrer dans l'Union européenne. Ils étaient très demandeurs au début, extrêmement favorables au début. Mais je pense que ça interroge aussi sur le rôle que doit jouer l'Union européenne. Au fond, quand on revient un peu au traité originel et notamment au traité de Rome, il y avait quand même 2 principes qui structuraient l'Union européenne. Alors c'est vrai qu'on a évolué après, il y a Maastricht, on est passé de la communauté européenne à l'Union européenne, mais un des principes forts, c'était la subsidiarité. Et ça supposait donc une Europe qui intervienne lorsqu'il y a un mieux réalisant communautaire, mais qui demeure détaché lorsque il n'y a pas de mieux réalisant communautaire établi. Et peut-être qu'au fond, ce normativisme de l'Union européenne alimente aussi ce rejet de l'UE, notamment de la part de démocraties comme la Pologne, qui s'attendait peut-être pas à cette importance normative de l'Union européenne. C'est une explication que j'avance. S'il y en a d'autres, toutes celles que vous avez avancées, j'y souscris, notamment la question sécuritaire, mais je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur le positionnement de l'UE, notamment sur le plan normatif. Gauthier Vaillant. Il y a un autre aspect qui me paraît important, je suis absolument d'accord, très intéressé par ce qui vient d'être expliqué. Il ne faut pas oublier par ailleurs qu'une élection présidentielle en Pologne, comme chez nous, comme partout, ce n'est pas simplement un référendum pour ou contre l'Union européenne. Il y a bien d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. Et en l'espèce, c'est vrai que souvent c'est une superposition qu'on constate un peu partout en Europe. Il se trouve que le candidat
pro-européen est aussi le candidat progressiste et que le candidat eurosceptique est aussi le candidat conservateur. Et dans le cas de l'élection polonaise, les positions de Nawrocki, c'est-à-dire un retour à une certaine tradition, le fait de revendiquer son attachement aux valeurs catholiques de la Pologne, etc., a quand même beaucoup joué dans cette élection, alors que en face, le candidat pro-européen, eh bien, embrassait, on va dire, un peu l'ensemble du package progressiste qui souvent va avec des convictions pro-européennes, c'est-à-dire une ouverture à des réformes sociales, à une évolution des mœurs, aux droits des minorités sexuelles, etc. Donc c'est aussi un paramètre de cette élection. L'Europe en est un, mais il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, et ce clivage progressiste-conservateur qu'on retrouve quand même partout en Europe et en Occident, eh bien, il a joué aussi dans cette élection. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que effectivement, la manne européenne n'était pas forcément rétribuée dans les urnes, quelque part c'est heureux de se dire que les électeurs ne s'achètent pas tout bêtement. Voilà, les électeurs ne s'achètent pas aussi facilement, sinon ça serait facile de jouer une élection. Est-ce qu'il n'y a pas non plus pour la Pologne et d'autres pays dans cette situation, mais le catholicisme est encore fort en Pologne, néanmoins sociologiquement il recule face à une sécularisation qui progresse, et ça on a pu l'avoir de la part de certains observateurs. Je pense au père Bernard Bourdin, avec lequel j'en discutais récemment, qui revenait de Pologne, d'un forum économique qui se déroulait en Pologne. Il disait, mais inexorablement de toute façon, la sécularisation progresse en Pologne, et donc l'Église catholique doit trouver d'autres ressources que celles d'un attachement, je dis pas fétichiste, c'est pas ça, mais à une culture qu'il faut imaginer d'autres choses aujourd'hui, que même les pays traditionnellement ancrés dans un catholicisme qui a servi d'élément d'opposition fort au communisme, doivent tourner une page. Il doit tourner une page pour inventer autre chose et innover. Alors inventer autre chose, c'est pas forcément très facile quand on se situe dans la longue tradition de l'Église, mais il y a cette question qui se pose, et donc il se traduit politiquement. Oui, c'est vrai, mais moi je suis toujours prudent sur la superposition des enjeux religieux et des enjeux politiques, parce que c'est fort en Pologne quand même, parce que j'aime pas trop ça, mais c'est fort en Pologne. Mais on voit bien que il peut y avoir un mouvement vers la droite, il peut y avoir un renouveau du conservatisme en politique qui est lié à un certain nombre de préoccupations dans les opinions qui peuvent englober du coup des positions conservatrices chez les candidats sur les questions familiales, sociétales, voilà, mais en fait, le succès d'un candidat conservateur dans les urnes n'est pas forcément lié à ces positions-là. C'est parce que souvent il y a une logique un petit peu d'ensemble qui fait que ces positions-là vont avec le souverainisme, une fermeté sur l'immigration, etc. Et donc il n'y a pas forcément d'automaticité, on va dire, ou d'adhésion systématique d'un électorat qui va voter pour un candidat conservateur à la totalité de ses positions. Je crois qu'il y a un peu des superpositions et en tout cas dans le cas de la Pologne, moi, enfin voilà, je me méfie, je suis prudent sur j'aime pas trop qu'on dise l'Église catholique, enfin que le catholicisme est une variable lourde du vote, parce que ça mais l'Église s'est prononcée sur les questions sociétales. Mais il y a eu des zones free LGBT, vous vous souvenez, en France aussi, Pologne, l'Église etc. s'est prononcée sur les questions sociétales, s'est prononcée sur à de nombreuses reprises sur le comportement à avoir dans les urnes, voilà, et on voit bien que le vote des catholiques, il est très divers en fait, et il ressemble en réalité au vote de l'ensemble de la population. Donc c'est pour ça que moi, je n'aime pas prêter à l'Église, que ce soit en Pologne ou ailleurs, un poids politique extrêmement fort au sens de la consigne de vote, parce que ça lui prêtait un rôle politique que l'Église elle-même ne souhaite pas se donner. Vous interprétez la chose à la française un petit peu, Gauthier Vaillant. Non, parce que l'institution a encore quand même une autorité sur ses oeuvres peut-être supérieure à celle que l'institution en France a sur les catholiques, objectivement. Peut-être, oui, sans doute. Mais après, je suis pas un Et assez bon connaisseur de la ça. Pologne pour aller aussi loin dans l'analyse vraiment polonaise. Xavier de Bonaventure. Bah oui, c'est vrai, je trouve qu'il y a un certain détachement des évêques, en tout cas de l'Église en tant qu'institution sur le plan électoral. Moi, j'ai jamais perçu dans le discours de l'Église en France une quelconque consigne de vote.
L'Église prend position sur certains sujets. Il y en a eu entre les deux tours par le passé. Il y en a eu entre les deux tours, FN, voilà, effectivement, c'est réel. Mais il n'y a pas eu de consigne de vote au premier tour. Et puis, c'était pas à proprement parler des consignes de vote. Il y a eu certaines prises de position de la part de certains évêques ou de certains prêtres de façon plus individuelle, plus personnelle. Donc, on ne peut pas véritablement parler, je trouve, de directive de vote. Et je trouve effectivement que l'Église sortirait de son rôle si elle donnait des consignes de vote. Que l'Église prenne position sur des sujets de société, ça me paraît normal. Pour le coup, c'est son rôle. C'est logique qu'on entende, par exemple, comme c'est actuellement le cas, l'Église sur la question de la fin de vie. Je trouve que c'est à son honneur de se positionner sur ces sujets-là. Mais n'est-ce pas un peu hypocrite, Xavier, parce que vous dites faut pas donner de consigne de vote, mais si on prend la peine de faire un communiqué, de dire qu'on est sur une pente infiniment dangereuse, c'est comme ça commence le communiqué sur la fin de vie, je crois, c'est quand même implicitement... Pas une consigne de vote, c'est un désaveu implicite, c'est un rejet implicite. Ça devient très politique. Mais vous voyez, c'est texte par texte, c'est sujet par sujet. Oui, mais on n'est pas politique. sur une prise de position sur les personnes, on est sur une prise de position sur les sujets. Donc l'Église va dire l'euthanasie, c'est pas possible parce que c'est profondément contraire. Mais donc c'est politique. C'est politique, c'est vrai, mais c'est pas une prise de position personnelle au fond. Et je crois que pour moi, le point de fracture, il se fait là. L'Église a vocation à se positionner sur des sujets. Je suis pas sûr qu'elle ait effectivement vocation. Je crois même profondément qu'elle n'a pas vocation. En revanche, à faire de la politique politicienne et donc à se prononcer sur les questions de personnes. Gauthier, c'est votre avis aussi ? Oui, c'est mon avis. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Xavier, c'est-à-dire que le positionnement de l'Église, il est texte par texte, mais c'est politique. C'est une prise de position, c'est une participation de l'Église au débat public. Mais ça n'est pas pareil qu'une consigne de vote, parce qu'une consigne de vote serait doublement problématique parce que d'une part ça viendrait en contradiction avec la liberté des individus et des électeurs dans une démocratie fonctionnelle, d'une part, et d'autre part ça créerait une espèce d'allégeance de l'institution Église vis-à-vis du candidat qu'elle aura soutenu. Mais vous voyez, je trouve qu'il y a quand même une différence majeure, notamment entre le comportement de l'Église catholique et par exemple ce qu'on peut observer de la part du patriarche Kirill, qui lui, pour le coup, se positionne quasiment comme un homme politique au soutien de Poutine et qui joue un rôle majeur dans la doctrine du conflit russo-ukrainien. Par ailleurs, il y a des positions de l'Église qui sont très claires sur la fin de vie, et effectivement, c'est pas difficile d'interpréter avec le programme de qui est-ce que du coup cette position vient en opposition. Ceci dit, l'Église et les évêques nous rappellent souvent, et ils ont raison, mais sur l'avortement aussi, mais que la doctrine sociale de l'Église n'est pas un programme politique à proprement parler, elle a des implications politiques, et surtout que de toute façon aucun candidat aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la France ou voilà, ne rentre parfaitement dans les clous de la doctrine sociale de l'Église. Donc ça n'aurait pas de sens de dire l'Église est contre la fin de vie, donc il faut voter contre machin, parce qu'il y a une multitude de sujets que l'Église prend en compte et sur lequel elle se prononce. Gauthier Vaillant, Xavier de Bonaventure, à tout de suite après les infos. Je pense, donc j'agis, Melchior Gormand. Alors que la crise du logement s'intensifie et que les inégalités territoriales se creusent, la solidarité autour de l'habitat revient au cœur des débats. Politique publique en transition, mobilisation citoyenne, pression immobilière. Le modèle français de solidarité est-il en train d'évoluer ? On en parle ce mercredi dans Je pense donc j'agis avec Madeleine Vatel en partenariat avec Habitat et Humanisme. Rendez-vous dès 10h. Bayard Music vous présente Folk Song, le nouvel album de la Maîtrise de Toulouse. Découvrez un programme rare et original chanté en 17 langues. Un véritable voyage sonore autour du monde. Laissez-vous emporter par l'union des merveilleuses mélodies de la tradition vocale populaire. L'album Folk Song de la Maîtrise de Toulouse est disponible dès maintenant chez votre libraire disquaire et sur bayardmusic.com.
Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e, ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup. 9h30, Cécile Mérieux pour l'info, bonjour. Bonjour, à Gaza, 27 personnes ont été tuées par l'armée israélienne près d'un centre d'aide humanitaire dans le sud du territoire palestinien. 2 jours après un drame similaire qui avait fait plus de 30 morts au même endroit, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dénonce des crimes de guerre. Face à la situation à Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce soir sur un projet de résolution. Il exige un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, ainsi que la libération des otages. Mais les États-Unis, alliés d'Israël, devraient mettre leur veto. Israël a bombardé le sud de la Syrie cette nuit, des représailles selon elle après des tirs vers Israël dont Damas nie toute responsabilité. La Syrie affirme qu'elle ne constitue une menace pour personne dans la région. Donald Trump fait passer de 25 à 50% la surtaxe sur l'acier et l'aluminium, 2 secteurs considérés comme stratégiques et que le locataire de la Maison-Blanche souhaite protéger. Le président américain a signé le décret avant des négociations à Paris. Et enfin, justement, lutte contre la fast fashion. Les principales fédérations de commerce en France demandent au gouvernement de déréférencer des plateformes comme Shein et Temu. Ces 2 géants chinois sont actuellement visés par une proposition de loi centrée sur la mode ultra express, qui expédie des vêtements à prix cassé depuis la Chine. Après les violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions, 20 personnes ont été jugées hier en comparution immédiate à Paris. Le gouvernement a défendu l'instauration dans la loi de peine minimale pour répondre à l'exaspération des Français devant ces scènes, une proposition qui laisse dubitatifs les magistrats. Étrange périple pour la statue d'Emmanuel Macron du musée Grévin. Après l'avoir volée lundi, l'ONG Greenpeace a rendu hier soir la statue en cire du président en la déposant devant le siège d'EDF à Paris. Une manière de dénoncer les liens économiques, notamment sur l'énergie, entre la France et la Russie. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Gauthier Vaillant-Lacroix et Xavier de Bonaventure qui enseignent le droit à la Cato de Lille. Il a qualifié de barbares les auteurs de violences ce week-end en marge des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Bruno Retailleau est une nouvelle fois exposé médiatiquement. C'est une expression qui a été dénoncée à gauche comme visant les étrangers. Olivier Faure du PS l'a accusé d'entretenir un climat de suspicion vis-à-vis des étrangers ou des Français vécus comme étrangers, et donc un racisme d'atmosphère. C'est l'expression qu'il a utilisée. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cela correspond à la réalité ? Faut-il ajouter à cette attaque de Olivier Faure le climat délétère qui s'est un petit peu installé en écho au meurtre du Tunisien dans le Var, sans doute anti-musulman, a dit Bruno Retailleau, et il a parlé clairement d'un crime raciste qui peut être aussi un crime terroriste. Donc, barbare d'un côté, crime sans doute terroriste de l'autre. Est-ce qu'il essaie d'équilibrer les choses ? Je ne sais pas s'il faut mettre les choses en balance. Gauthier Vaillant. Alors déjà, la première chose, c'est que on a déjà eu souvent l'occasion d'en parler sur cette antenne. Bruno Retailleau, décidément, est le seul membre de ce gouvernement qui arrive à exister en politique. Et la conséquence de ça, c'est qu'il est rendu responsable de tout par les oppositions. Est-ce qu'il est raisonnable de considérer que Bruno Retailleau est responsable de l'ensemble d'une atmosphère en France qui peut exister? Ça ne me paraît pas sérieux, ça me paraît politicien en réalité. Voilà, ça c'est une chose. Certes, Bruno Retailleau est un ministre de l'Intérieur qui tient des propos droitiers, qui est sur une ligne extrêmement ferme, extrêmement sécuritaire, et effectivement il est l'aile droite de ce gouvernement, il pilote à droite, son agenda est à droite, il vient de prendre la présidence des Républicains et il joue entre guillemets sa partition vraiment sur la droite de l'échiquier et sur les questions régaliennes de sécurité, de lutte contre l'immigration excessive. C'est une chose. D'autre part, il y a effectivement, je crois, un climat qui est délétère en France. Je pense qu'on
qu'on est là sur une série d'affaires, de crimes qui sont quand même très inquiétants, et je pense qu'ils sont effectivement très inquiétants, très angoissants, notamment pour nos compatriotes musulmans. Donc il y a eu ce meurtre dans le Var dont vous avez parlé, qui a été qualifié par Bruno Retailleau de crime raciste, anti-musulman, potentiellement terroriste. Il y a eu le meurtre de ce jeune homme, Monsieur Cissé, dans la mosquée de la Grand Combe il y a quelques semaines. Il y a comme ça une espèce de série. La nuit dernière, une personne est rentrée dans une mosquée près de Lyon, a mis le feu à un Coran, l'a jeté dans la salle de prière et est ressorti. C'est vrai qu'il se passerait la même chose visant d'autres communautés religieuses. Je pense qu'on serait... il y aurait une émotion forte et légitime dans l'opinion et en politique. Donc il y a d'une part ce climat délétère, et il y a d'autre part, je pense, les propos d'un ministre de l'Intérieur qui, par ailleurs, sur des questions de sécurité, sur les débordements en marge du sac du PSG, tient les discours qui sont ceux d'un discours de ministre de l'Intérieur normal. En fait, qu'un ministre de l'Intérieur condamne des débordements dans la rue, des saccages de boutiques, des violences contre les pompiers, les forces de l'ordre, c'est juste normal. Son prédécesseur le faisait, tous ses prédécesseurs l'ont toujours fait. Donc je pense que ce qui n'est pas sérieux dans cette affaire, c'est pas de dénoncer un climat délétère et anxiogène pour certaines communautés en France qui, je pense, peut exister et est réel. Mais ce qui n'est pas sérieux, c'est d'en rendre Bruno Retailleau unique responsable. Xavier de Bonaventure. Je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Bon, d'abord, effectivement, ce crime dans le Var est un crime absolument atroce, probablement un crime raciste. Et il appartiendra à la justice de déterminer si ce crime doit être qualifié de terroriste ou non. Et de la même manière, ce qui s'était passé dans le Gard, effectivement, était de la même façon absolument abject. Pour autant, je crois que le procès qu'on fait à Bruno Retailleau est un procès qui est à la fois ridicule sur le plan de la vérité, scandaleux sur le plan de la morale, et bassement politique, dans la mesure où Bruno Retailleau est la personnalité politique qui existe au sein de ce gouvernement, où Bruno Retailleau est effectivement l'homme qui monte à droite. Alors je ne suis pas capable de dire s'il a un positionnement droitier ou pas, mais en tout cas Bruno Retailleau... Pourquoi en doutez-vous ? Parce que Gauthier ne semble pas en douter. Moi j'en doute parce qu'au fond, ce que Gauthier dit aussi, et j'y souscris pleinement, c'est que le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est d'incarner une certaine fermeté de l'État. Et je voudrais revenir sur le mot barbare qu'on lui reproche d'avoir utilisé. Au fond, un barbare, c'est quoi ? Un barbare, c'est quelqu'un qui pille. Un barbare, c'est quelqu'un qui casse. Quand vous voyez les images de Liesse suite à la victoire du PSG dimanche, que vous voyez que pour fêter cette victoire, on brûle des voitures, on détruit des abribus, on détruit des commerces. Donc en fait, on détruit la vie des gens. Est-ce que si réellement cette manière de fêter une victoire, dans ce qui nous unit et ce qui permet encore de faire nation, le sport, c'est ça, comment vous pouvez utiliser un autre terme que celui d'un comportement barbare ? Bruno Retailleau n'a pas traité individuellement quelqu'un de barbare, il a parlé d'un comportement barbare. Mais détruire des voitures, brûler des voitures, détruire des abribus, c'est un comportement de barbare. Est-ce qu'à votre avis, Xavier de Bonaventure, comme on a pu l'entendre chez certains, c'est une sorte de comportement sécessionniste de la part d'une jeunesse qui ne se reconnaît pas dans la nation et qui profite de cet événement pour montrer qu'elle existe et qu'elle existe différemment du reste du corps social ? Est-ce que vous l'interprétez comme ça ? Non, je l'interprète pas comme ça. On montre pas qu'on existe en brûlant des voitures. Ça peut être une manière d'exister quand même. C'est une manière d'exister, c'est une manière de pourrir la vie de gens qui ne demandent pas ça. Et en réalité, il faut d'ailleurs regarder qui sont les victimes de ces agissements. Je crois qu'il y a un contexte d'insécurité. Mais comment interprétez-vous le fait de casser après une partie de foot ? Certes, il y a toujours eu du hooliganisme, mais là, on semble être dans une dimension, si j'écoute un petit peu ce qui se dit, un peu différente du hooliganisme classique, c'est-à-dire une dimension en fait sociale de cette violence. Est-ce que c'est juste du fait divers ou est-ce que vous l'interprétez différemment, Gauthier Vaillant ? Je crois qu'on est face à... Barbare, c'est déjà une façon d'interpréter quand même, non ? Je crois qu'on est face à une jeunesse, une partie de la jeunesse, ou voilà, qui n'a plus, avec laquelle on n'a plus en commun un certain nombre de repères et de codes
qui devrait être partagée sur la manière de se comporter en société, sur la question du respect, du bien public, de la propriété privée. Voilà, je pense que il y a plusieurs éléments, si vous voulez. C'est-à-dire que on a une jeunesse qui effectivement a pris l'habitude de considérer que c'était une manière normale, effectivement, de laisser éclater sa joie, ou qu'il était normal de prendre prétexte d'une occasion de liesse populaire pour venir piller, se livrer à toutes sortes de débordements dans Paris, parce que donc ça se passe pas chez ces jeunes, hein, ils viennent à Paris pour le faire. Je pense qu'il y a ça, il y a une culture qui est sûrement liée aux réseaux sociaux, à l'effet de groupe, à l'envie de faire un peu des coups d'éclat. Je pense que c'est quand même assez fort, parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui font ça, ils se filment eux-mêmes, ils filment ce qu'ils voient, et on veut montrer qu'on y était, montrer qu'on a participé. Et je pense que finalement, il y a une espèce d'inconscience de la gravité de ce qu'ils font, parce qu'il y a des repères qui sont plus partagés, et que nous-mêmes, on peut être tenté de donner un sens à leurs actions. C'est, vous disiez par exemple un comportement sécessionniste ou contestataire qui en réalité n'existe pas. Quand vous voyez les images des jeunes qui montent sur la statue de Jeanne d'Arc par exemple, au bout de la rue de Rivoli, on peut être très heurté si on est attaché à cette figure en tant que chrétien ou en tant qu'amoureux de l'histoire de France. Moi je pense que chez les jeunes qui font ça, il n'y a aucun sens politique à prêter à cet acte. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas tout simplement qui est la statue. Exactement. Xavier de Bonaventure. D'abord, je crois je souscris à ce qui a été dit, mais je pense qu'il faut faire attention parce que ça ne représente pas la jeunesse. Ce qui se passe au lendemain, enfin au soir de la victoire du PSG, n'est pas représentatif de la jeunesse de France. La jeunesse de France, on ne peut pas la résumer à quelques actions... à une proportion importante d'actions. D'ailleurs, 500 interpellations, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 500 interpellations? Est-ce que c'est j'allais dire, il y a deux lectures. Est-ce que c'est un échec pour Bruno Retailleau dans la mesure où c'est tellement vaste, il y a tellement de monde qui a été interpellé que ça prouve que le dispositif en amont n'a pas forcément fonctionné, ou que finalement on n'a peut-être pas si bien anticipé les choses que ça, ou alors au contraire ça veut dire une grande efficacité des services de police qui, bien qu'ils aient été débordés par moments, ont finalement su réagir? Ni l'un ni l'autre, à mon avis. Ni l'un ni l'autre, parce que en réalité, si à chaque fait divers on doit déplorer l'inaction, l'inefficacité des services de police et du ministre de l'Intérieur, alors on va passer notre vie à déplorer l'inefficacité du ministre de l'Intérieur et des services de police. Le fait divers zéro n'existe pas, le risque zéro. Oui, mais là c'était prévisible. Pas. On savait qu'il allait avoir des choses qui pouvaient dégénérer. Et semble-t-il, certains auraient pu s'attendre à un mécanisme Jeux Olympiques, c'est-à-dire rien, pas d'incident, et il n'y a pas eu l'effet Jeux Olympiques. Là-dessus, je pense que c'est. Je suis d'accord avec Xavier, pour moi c'est ni l'un ni l'autre. Bon alors déjà je voudrais dire que effectivement, évidemment, peut-être que j'ai eu une formulation raccourcie, mais que je ne pense pas non plus que les personnes qu'on a vues samedi soir se déchaîner dans la rue soient représentatives de la jeunesse. Par ailleurs, sur la question de est-ce que l'opération de maintien de l'ordre est un succès ou pas, quelque part, moi, c'est pas ça qui me préoccupe en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut discuter, est-ce qu'il aurait fallu plus de policiers, moins de policiers, des condamnations plus sévères, moins sévères. En fait, la réponse sécuritaire, pour moi, est déjà un échec pour la société française. Le vrai problème sur lequel on doit réfléchir et chercher des solutions, c'est pourquoi est-ce que des milliers de jeunes pensent que c'est normal, que c'est une façon normale de célébrer une victoire de foot, ou qu'il est normal de prendre ce prétexte pour venir faire ce qu'ils sont venus faire à Paris samedi soir. Une fois qu'ils sont là qui sont venus pour commettre ces débordements, ces violences, ces dégradations, quelque part la partie elle est déjà perdue, parce que je veux dire la réponse policière c'est déjà l'étape d'après, et ce que moi j'aimerais qu'on arrive à faire en tant que société et politiquement, et voilà, c'est sur le plan peut-être plutôt éducatif, de faire en sorte que de refaire comprendre à cette partie de la jeunesse
que, tout simplement, il faut pas faire ça, qu'il y a d'autres manières de célébrer, d'autres manières de profiter, que le respect des choses, des équipements publics, qu'on va pas piller dans une boutique sous prétexte de s'amuser et de faire des vues sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça, en fait, le vrai problème. Et une fois que tous ces jeunes sont dans la rue pour faire ça, quelque part, la partie est déjà perdue. Ça veut pas dire qu'il faut pas répondre sur le plan policier, mais pour moi, c'est un débat qui est presque secondaire. Ça s'appelle l'éducation, en fait, ce que vous nous dites, Xavier de Bonaventure. Bah oui, je souscris complètement. Effectivement, je pense que c'est d'abord la marque, effectivement, d'un échec en amont et pas d'un échec en aval, effectivement, qui est d'abord un problème de culture, effectivement, d'éducation et puis d'apprentissage du respect et du vivre ensemble. Et je partage complètement votre avis sur l'importance du rôle joué par les réseaux sociaux. Et je pense qu'effectivement, le rôle joué par les réseaux sociaux, à mon avis, est majeur dans la propagation de ce phénomène, et effectivement d'un climat d'insécurité perçu comme grandissant. N'est-ce pas leur donner un petit peu trop d'importance parce que des événements de ce type, ce n'est pas non plus la première fois que ça se produit. Et est-ce que ce n'est pas un phénomène qui accélère ou est-ce que c'est un phénomène causal ? Vous avez l'air de dire que c'est un phénomène un peu causal. Non, c'est plus un phénomène qui accélère, effectivement. Je pense que le phénomène causal demeure un problème comportemental, mais qu'effectivement, c'est un facteur d'accélération. C'est aussi un facteur de regroupement. Ça crée, à mon avis, un phénomène de meute et un phénomène d'attractivité parce que les images sont partagées, diffusées de façon complètement incontrôlée sur les réseaux, notamment sur TikTok, qui, à mon avis, joue un rôle assez néfaste. Et bien justement, on va en parler. Xavier de Bonaventure, vous m'offrez une transition toute trouvée avec les plateformes Meta, Snapchat, TikTok, Twitch, YouTube, X, qui ont été convoquées, rien que ça, par le gouvernement, c'était lundi, pour répondre notamment de leur obligation de modération de contenu. Et le gouvernement a exigé que les réseaux sociaux lui présentent des règles claires concernant en particulier le bannissement de certains utilisateurs qui diffusent des contenus problématiques. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire contenu problématique ? Vous imaginez bien que certains y voient la main d'une forme de censure. Comment interpréter la volonté de réguler les réseaux sociaux? Pourquoi les réguler? Alors on peut répondre assez facilement à cette question sur pourquoi les réguler, parce qu'évidemment, il y a des contenus qui ne devraient pas se trouver en contact avec le public. Mais qui est apte à en juger, en fait, de ça, au-delà de ce que la loi dit déjà? Peut-être, justement, Xavier de Bonaventure, vous pouvez nous renseigner sur le sujet. Qu'est-ce que les plateformes sont tenues ou non tenues de diffuser ou de ne pas diffuser? Qu'est-ce qu'on peut exiger de leur part? Quelle est la responsabilité qui doit être la leur? Xavier de Bonaventure, Gauthier Vaillant. Xavier? Il me semble que vous touchez en réalité à un véritable problème parce que il y a un juste milieu extrêmement difficile à trouver entre la liberté d'expression d'un côté et effectivement la nécessité de préserver d'une part la jeunesse et d'autre part la totalité des publics contre le risque de contenu soit haineux, soit incitant à la violence, ou même plus largement contre le risque d'une désinformation massive. La vraie difficulté, alors le cadre juridique en France, il est assez incertain, notamment suite à une décision du Conseil constitutionnel qui faisait suite à la loi Avia, et qui en réalité, le Conseil constitutionnel avait censuré la majeure partie de cette loi, notamment au motif, si vous voulez, que la régulation, en France, le gardien des libertés, c'est le juge judiciaire, et que le juge judiciaire intervenait au fond très peu dans cette question de la modération ou de la censure de certains contenus en ligne. En réalité, c'est une problématique qui est très complexe aussi en raison de la multilatéralité des enjeux et en raison du caractère international de la réponse. La réponse ne peut de toute façon pas se faire qu'au niveau national. C'est une réponse qui doit être internationale, notamment parce que les hébergeurs sont souvent des plateformes situées à l'étranger. Donc on a, à mon sens, un vrai point de difficulté. Ce qui est vrai, c'est que l'objectif affiché par le gouvernement me paraît louable dans la mesure où Internet ne peut pas être une zone de non-droit. Il y a des enjeux de protection, on l'a vu notamment avec la plateforme Telegram et les dérives auxquelles elle a pu donner lieu, qui me paraissent vraiment vitaux.
Donc ça me paraît sain qu'on se saisisse du sujet. Pour autant, il y a effectivement le juste milieu est extrêmement difficile à trouver. Le cadre est extrêmement difficile. Qu'est-ce que le gouvernement peut espérer obtenir ou exiger? Je pense qu'au fond, il y a 2 points. Il me semble que d'abord, le premier axe, c'est d'agir sur les mentalités. Il y a le cadre réglementaire qui existe. En réalité, ce sont les incriminations pénales habituelles existantes et le cadre européen d'ailleurs qui consolide au fond notre droit existant. Mais il y a la nécessité plus largement de sensibiliser la totalité de la chaîne. Donc pas seulement les directeurs de plateforme, mais plus largement l'ensemble de la chaîne à la nécessité d'une attention accrue sur ces problématiques. Il me semble que le premier point, c'est une question de transformation des mentalités. Le deuxième, ça sera point, long, c'est comme l'éducation des jeunes, ça c'est du long terme. Ça va être extrêmement long, exactement. Le deuxième point, d'ailleurs, vous parlez de l'éducation des jeunes, à mon sens, c'est d'éduquer le public. Dès lors qu'on éduque les hébergeurs, il faut aussi éduquer le public à la manière dont on appréhende certains contenus. Mais vous fondez des espoirs là-dessus? Oui, je fonde quand même des espoirs là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment une transformation des mentalités qui s'opère parce que, si vous voulez, c'est une génération qui est confrontée à ça quotidiennement. Mais il faut qu'il y ait la volonté d'éduquer, il faut qu'il y ait la volonté, vous voyez, il faut qu'il y ait une très forte volonté qui émane de pouvoirs publics qui, déjà dans la rue, on a pu le voir, si je lis les sujets, a quand même du mal à faire respecter ne serait-ce que même l'idée d'ordre, ce qui est compliqué, parce qu'il faut aussi avoir un ordre dans sa tête d'une certaine façon, à vouloir s'impliquer auprès des jeunes. Donc ça pose toute la question de l'éducation nationale, des parents, tout ça. Alors je ne crois pas honnêtement que ce soit la seule réponse à développer. Je pense qu'il faut développer une réponse de fermeté d'une part lorsque la réponse pénale est possible et qu'il y a vraiment une violation claire de la loi pénale. Et il faut développer des mécanismes de prévention plus importants en amont. Mais en tout cas, vous n'agissez pas sur les hébergeurs, les responsables, etc. Si, je pense qu'il faut aussi agir sur les hébergeurs. Alors, on va demander à Gauthier, comme ça vous avez discuté, on va demander à Gauthier ce que lui préconiserait éventuellement. Il faut pas, si on prend un tout petit peu de recul, il faut pas oublier, c'est qu'en fait notre rapport à tout ça est extrêmement récent en fait dans l'histoire de nos sociétés, dans l'histoire de l'éducation, de la jeunesse, les réseaux sociaux. Ça a moins de 20 ans et Internet en a 30 ou 40. Donc en fait je crois qu'on a un rapport. On va dire peut-être adolescent ou en tout cas en construction à ces phénomènes, à ces moyens de communication, à ces technologies, et donc il est quelque part normal, même si évidemment quand on est dedans on le déplore, mais qui est des excès qui sont liés au développement un peu anarchique, un peu non régulé au départ de ce nouveau continent numérique, et c'est normal que sur le plan politique et sur le plan juridique il y ait quand même ça prenne un peu de temps pour que les choses rentrent dans l'ordre, et aussi sur le plan des mentalités. Mais je crois moi aussi que l'espoir est permis d'une évolution des mentalités. Je vais faire un parallèle entre les réseaux sociaux et quelque chose qui est d'actualité, c'est la pornographie. Regardez les sites pornographiques en France et dans le monde ont prospéré depuis 20 ou 25 ans. Sans aucune frontière, sans aucun contrôle, sans aucune restriction sérieuse en termes d'accès des mineurs. Et on a considéré pendant il y a encore peut-être 15 ans de ça que on n'y pouvait rien. Je crois qu'il y en a 4 qui viennent d'être interdits. Comme ça. Alors en fait, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Il y a 3 des plus grands sites porno du monde qui ont suspendu d'eux-mêmes leur accès en France aujourd'hui en signe de protestation, parce que on les oblige à mettre en place un contrôle sérieux de la majorité de leurs utilisateurs, et que forcément ils protestent parce que ça va vraiment venir perturber quand même leurs affaires. Donc voilà un exemple
exemple, ça a pris quand même du temps avant que la question de la pornographie devienne un objet politique, c'est-à-dire avant qu'on considère qu'il posait un problème dans le développement des jeunes, leur développement cognitif, le développement de leur rapport à la femme, à la sexualité, voilà, qu'il posait un problème dans leur compréhension sur la question des violences sexuelles, enfin voilà, que l'industrie pornographique était une industrie dégueulasse sur le plan du traitement des personnes, et voilà, et vous remettez 20 ans en arrière, qui critiquait le porno? Mais il y avait personne, c'était un truc de bigot en fait, donc de critiquer, de dénoncer la pornographie, même les féministes étaient ambigus sur le sujet. Exactement, et donc on voit bien qu'il y a eu quand même une évolution dont moi je me réjouis, et il y a eu une prise en main du sujet par le politique, et il y a un consensus qui s'est fait petit à petit sur le fait qu'il y avait un problème, qu'il fallait réguler. Et là aussi, comme pour les réseaux sociaux, les très grandes plateformes pornographiques, ce sont des sites, c'est des multinationales, c'est des structures hyper compliquées à réguler, parce que les hébergements sont à l'étranger, les sièges sociaux sont dans un autre pays, que les serveurs, que les machins, et on est quand même en train de trouver des moyens de les contraindre, et la suspension de ces grands sites aujourd'hui montre quand même qu'ils sont, qu'ils sont aux abois, et qu'ils sont obligés d'essayer de prendre l'opinion publique à témoin pour essayer de nous faire pleurer. Donc ce qui a été possible, je crois, avec les sites pornographiques, sera sûrement possible demain, même si ça prend du temps pour trouver les voies et moyens politiques, juridiques, éducatifs. Je pense que ça sera possible avec les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment quand même de prise de conscience. Les réseaux sociaux, tout le monde a trouvé ça formidable. C'était un moyen de faire du lien, de rester en contact, de trouver des opportunités, de rencontrer des gens. Moi, quand j'ai découvert Facebook il y a 15 ans, c'était ça. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est déjà dans autre chose. Donc est-ce qu'il y a une l'espoir est équivalence, permis. Gauthier Vaillant et Xavier de Bonaventure, est-ce qu'il y a une équivalence entre le porno, dont je dirais il y a une certaine évidence du sujet, est-ce qu'il y a une équivalence avec le monde des idées, avec le monde de l'interprétation intellectuelle, avec donc là l'idée, suivez mon regard, c'est de se dire est-ce qu'on va devoir censurer des contenus sur la base d'opinion? C'est ça que redoutent aussi ceux qui sont hostiles à la régulation. Xavier de Bonaventure. D'abord, je partage complètement l'avis de Gauthier sur la question du porno, et effectivement l'évolution des mentalités de ce point de vue-là, et notamment sur la nécessité d'en préserver la jeunesse, me paraît salutaire, et c'est vraiment quelque chose. C'est une question sanitaire même. C'est une question exactement de santé publique et de santé mentale. Et je pense que de ce point de vue-là, effectivement, l'évolution des mentalités est très bonne. Même si on le percevait, on pouvait le lire un peu dans le discours de certaines personnalités politiques de manière ancienne. Et je pense notamment, c'est peu fréquent que je lui rende hommage, mais de ce point de vue-là, à Ségolène Royal, qui très tôt, au fond, a mené une vraie croisade sur ce sujet, et l'a mené avec une certaine pugnacité. Alors oui, je partage complètement ce que vous dites sur le risque, au fond. Et il me semble qu'il y a une distinction à faire entre la nécessaire censure et modération des contenus en ligne incitant à la haine ou à la violence, et le risque de dévier vers une démocratie d'opinion où on ne va maintenir que certains contenus jugés comme appréciables sur le plan politique, et en censurer d'autres, ce qui empêcherait, ce qui restreindrait de façon trop forte la liberté d'expression, et ce qui entraînerait le risque vers une démocratie d'opinion. Mais alors là, les défis sont énormes, parce qu'il y a la question des algorithmes. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que certaines vidéos, que certains contenus apparaissent de manière systématique en tête des suggestions? Il y a la question de la sensibilisation des responsables de plateformes, et il y a la question aussi de l'impartialité. En tout cas, moi, il y a un point sur lequel une solution régulièrement proposée qui ne me paraît pas bonne, qui est celle de créer d'autres autorités ou de créer d'autres institutions que celles actuellement existantes. Alors, qui serait apte à juger, il nous reste une minute, qui serait apte à juger de ce qui doit être dit? Le juge judiciaire. Lorsqu'il y a la nécessité d'un arbitrage, on pourrait parfaitement renforcer, par exemple, Donc vous restez dans un schéma classique, en fait. Je reste dans un schéma procédure classique. pénale, etc. Procédure pénale, on peut tout à fait créer d'autres procédures que de la procédure pénale. Notamment donner la possibilité au juge de la liberté, au JLD de se prononcer sur le contenu de certaines demandes de censure, mais je pense pas qu'il faille aller plus loin, et surtout pas recréer une usine à gaz institutionnelle. Merci Xavier de Bonaventure, juriste qui enseigne à la Cato de Lille. Merci Gauthier Vaillant. On aura l'occasion de se reparler de ces sujets-là. Rédacteur en chef adjoint à La Croix.